Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans ce immédiat numéro 474. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas. Aujourd'hui au programme, nous allons revenir dans l'image de la semaine sur la nomination du gouvernement Attal qui est déjà un fiasco. Le dossier du jour sera consacré quant à lui à la faillite de l'éducation qui se manifeste par le classement PISA et les propos polémiques de la ministre de l'Éducation. Sans oublier les habituels pastilles de l'info. N'oubliez surtout pas de mettre le pouce en l'air, de commenter cette vidéo, de vous abonner ou de vous réabonner à la chaîne TV Liberté. Et c'est parti pour ce numéro 474 d'Immédiat. La météo de l'info, c'est la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Décor gaulien, discours de chef de bureau, journaliste énamouré. Bref, le calme plat. Avec deux coups de vent où Macron s'anime. Le premier, quand il explique les émeutes immigrées de juillet dernier par l'ennui. Les cours avaient cessé, et quoi de mieux pour un malheureux jeune désœuvré que brûler une école, une médiathèque ou un commissariat pour se distraire. L'autre coup de vent, c'est quand Macron s'agite comme un cabri pour dire tout le mal qu'il pense des dangers du Rassemblement national. Une séquence culte, lancé, tenez-vous bien, par un journaliste de BFM, Benjamin Duhamel, le cousin de la ministre Amélie Oudéa-Castéra, dont nous allons reparler. Ah, la douce chaleur de l'entre-soi. Nous débutons donc par l'image de la semaine, déjà le fiasco du gouvernement Attal. Après 7 jours, déjà quelques bourdes qui décrédibilisent ce gouvernement et le tremplin que devait être cette nomination pour Gabriel Attal s'avère un petit peu émoussé. Alors on commence par ce petit extrait qui résume assez bien le macronisme, je trouve. C'est la journaliste Anna Cabana, la femme de Jean-Michel Blanquer, à mi-chemin entre politique et journalisme, qui a eu des propos assez notables. Le macronisme, c'est une hardiesse, un goût de la transgression, une envie de prendre tout le monde sur le côté, sur le... mais oui, je parle devant, par derrière. Mais c'est ça qui fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on est véritablement, politiquement, Alain Comme vous y allez à 19h20, oui, attention. Il y a des formulations intéressantes. Oui, le macronisme... Bon, une réaction, Jean-Yves, sur cette vidéo? Oh, ça sent le vécu. Dans l'image de la semaine, donc, d'abord Attal lui-même, en fait, qui non content d'avoir menti vraisemblablement sur l'obtention de son diplôme à Assas, a annoncé, ou du moins joué avec la vérité, sur 32 milliards d'euros supplémentaires pour l'hôpital. Et les soignants sont furieux, on le voit à cet article. En effet, le président de l'association des médecins urgentistes, Patrick Pelloux, dénonce un coup de communication. Car cette augmentation, dont parle Gabriel Attal, elle était en réalité déjà prévue. Cette hausse de 32 milliards d'euros sur 5 ans correspond à l'augmentation du budget, mais de toute la branche maladie. Et elle était initiée dans la dernière loi de finances qui date de septembre 2023. Alors des dépenses qui comprennent l'hôpital, mais aussi la médecine de ville. Cette augmentation serait, selon les soignants, insuffisante. Est-ce que vous avez un commentaire à faire, Jean-Yves? Là, il est dans le macronisme à l'état pur, c'est-à-dire avec Macron et avec les gens qui le soutiennent, tout est dans le superlatif, tout est historique, tout ce qu'ils font est historique, et une de leurs pratiques les plus habituelles est de recycler en permanence leurs annonces. Et donc là, au fond, il annonce des milliards supplémentaires sur 5 ans, en oubliant de préciser que c'est déjà voté depuis plusieurs mois. Donc c'est pas nouveau, mais c'est vrai que la propagande, c'est l'art de la répétition, et le macronisme, c'est avant tout une propagande. Deuxième exemple de cette image de la semaine, c'est Rachida Dati. Peut-être pas un fiasco, parce que c'est une belle prise sans doute pour le macronisme, mais elle a été contradictoire, Rachida Dati. Comme le rappelle Jordan Bardella au JDD, Madame Dati disait qu'En Marche, c'était le parti des traites de gauche et des traites de droite. On regarde la vidéo à l'époque. En Marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite.
Des Voilà, traîtres c'est ça. de gauche, des Bah, traîtres de droite. Non, mais c'est des gens qui ont Des trahi. traîtres ou des traîtres? Non, mais c'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens traîtres, qui ont j'avais bien trahi compris. à droite. Par ailleurs, on apprenait que Mme Rachida Dati avait été conseillée par Mme Brigitte Macron sur le choix de l'école pour ses enfants. Le magazine Le Point qui nous dit donc que la Première Dame a conseillé à Rachida Dati d'inscrire sa fille au Collège Franklin, qui est l'enseignement privé dans lequel Brigitte Macron elle-même enseignait à l'époque. Et l'article indique également que l'épouse d'Emmanuel Macron entretient de très bonnes relations avec Rachida Dati, qui la fait rire. Alors Jean-Yves Le Gallou, on comprend bien là qu'il y a du copinage, que tout ce système se côtoie, mais est-ce que les divisions politiques sont artificielles ? Alors, assez artificiel, effectivement, puisque au fond, c'est comme un changement de joueur au foot, quoi. Le passage de LR au macronisme, c'est un changement de joueur au foot. Alors, c'est intéressant quand même de revenir sur cette petite anecdote autour de Rachida Dati. D'abord parce que, au départ, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la presse people, c'est Voici. Et ces Voici, Madame Dati a fait une bonne partie de sa carrière par la presse people, par Voici, par Gala, en jouant d'anecdotes personnelles plus ou moins sérieuses, plus ou moins scabreuses. Elle a aussi beaucoup joué sa carrière en s'appuyant sur les femmes de président. C'est Cécilia Sarkozy qui l'avait fait devenir ministre de la Justice il y a une quinzaine d'années. Ensuite, elle avait essayé de circonvenir Carla Bruni et manifestement, elle a joué le même jeu avec Brigitte Macron en mettant en scène les difficultés de sa fille qui aurait été harcelée à l'école et la nécessité de lui trouver une autre école. Alors vous noterez d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais l'ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Pam Day, avait ses enfants à l'école alsacienne, qui est une des grandes écoles privées de la bourgeoisie parisienne. Madame Amélie Oudéa-Castéra a ses enfants à Stanislas, qui est une grande école conservatrice de la bourgeoisie parisienne. Et Madame Dati met ses enfants à Franklin, qui est la troisième grande école privée parisienne de cette catégorie. C'est tout de même assez intéressant à noter. Mais je crois qu'il faut bien voir la démarche Dati derrière. C'est Mimi Marchand, c'est la presse people et c'est le faillotage de la femme du président. Méthode classique et qui marche pour le moment. Si vous le voulez bien, on va prendre un troisième exemple. C'est Madame Vautrin. Voilà. Ce reniement des LR, Catherine Vautrin s'est-elle vautrée ? Cette ancienne militante de la Manif pour tous a été humiliée, on peut le dire, en direct par Gabriel Attal, qui lui dit carrément qu'elle a fait une erreur de s'engager contre le mariage homosexuel. On regarde la vidéo. Et vous avez des responsables politiques qui, à l'époque, ont défendu une position et qui ont eu l'occasion de s'exprimer depuis pour dire que finalement la société les a amenés aussi à évoluer. Et moi, je pense que c'est sain, je pense que c'est positif de se dire qu'en France, on peut travailler ensemble quand on a eu des positions qui étaient différentes. On peut reconnaître qu'on s'est trompé. Cette vidéo, elle met mal à l'aise. Elle met mal à l'aise parce que Attal parle pour Vautrin et Vautrin mange son chapeau, se soumet, elle est humiliée. Elle est humiliante, elle est humiliée. Elle a participé à une manifestation sur un sujet de société. Et maintenant, on lui dit, bon, c'est fini, elle a changé d'avis. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de changer d'avis sur ce sujet-là. Il y a la doxa. Moi, je suis mal à l'aise en voyant cette vidéo, mal à l'aise pour cette ministre. Dernier exemple de ce fiasco du gouvernement Attal, c'est M. Stéphane Séjourné, le nouveau ministre des Affaires étrangères et accessoirement l'ancien compagnon de Gabriel Attal, qui a fait l'objet de moqueries pour sa maîtrise approximative du français. On regarde la vidéo. Ce sera l'occasion, y compris pour nous, de voir ce qu'ont besoin aujourd'hui les Ukrainiens. C'est pas moi qui décidera personnellement, ça sera une décision d'abord des militants. C'est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux du droit international. Alors Jean-Yves, de faire des fautes de français, ça n'est pas si grave. Mais est-ce que vous considérez quand même que c'est une faute ? C'est-à-dire, il y a un problème quand même avec ce ministre, c'est qu'il ne fait pas une faute de français, il enchaîne les fautes de français, il s'exprime mal, il s'est à nouveau mal exprimé à l'Assemblée. Il va à Kiev
il fait froid à Kiev, mais il s'habille avec des petites vestes légères, donc il a l'air ridicule. Vous êtes alpiniste, vous le savez. Oui, mais bon. Alors donc tout ça met quand même très mal à l'aise. Alors ça y est, il est défendu, là aussi, notez-le, par la presse People. Je crois que c'est Gala qui explique, oui, mais le pauvre, on ne peut pas lui reprocher, il est dyslexique. Bon, alors c'est vrai que c'est un handicap, mais... je veux dire, si on est dyslexique, qu'on a des difficultés d'expression, à ce moment-là, il ne faut peut-être pas accepter le poste de ministre des Affaires étrangères. Bon, moi j'aurais pu choisir le Quai d'Orsay en sortant de l'ENA, je ne l'ai pas fait, parce que je considérais que je ne parlais pas correctement, suffisamment bien les langues étrangères, et notamment l'anglais, pour faire ce métier correctement. Il n'y a pas de honte à ça, il faut prendre conscience de ses limites. Manifestement, ce n'est pas le cas. Alors on nous dit, oui, mais il a beaucoup voyagé, donc il est qualifié pour être ministre des Affaires étrangères. Bon, quand on regarde ses diplômes, alors ces diplômes, c'est intéressant. Baccalauréat, à peu près tout le monde là. Et alors là, c'est plus drôle, blocage de la faculté de Poitiers. Ça, c'est un diplôme, ça. Ministre des Affaires étrangères de la France, il y a quand même un problème, oui. Marion Maréchal, la candidate de Reconquête, quant à elle, commentait « Quand je vois Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, qui justifie sa compétence en nous expliquant qu'il a vécu à l'étranger, comme vous le dites. Bientôt, il va nous dire qu'il a fait un exposé de géographie en CM2 et donc qu'il est parfaitement légitime à son poste. » Pour faire la transition entre cette image de la semaine et notre dossier du jour, nous allons aborder peut-être le plus grave problème avec ce gouvernement, c'est Madame Amélie Oudéa-Castéra, qui est l'illustration de notre dossier du jour, la grande faillite de l'école. On commence par cette une de Libération, et vous commentez sur Twitter, Jean-Yves, visage dur, tête baissée, critique nourrie, Oudéa-Castéra sous le feu de la diabolisation. Sa faute, avoir implicitement reconnu ce que tout le monde sait, l'école publique est un désastre. Alors qui est Madame Amélie Oudéa-Castéra? C'est la ministre de l'Éducation nationale, épouse du PDG de Sanofi, qui est dans la tourmente car, je cite, « La ministre a choisi de mettre ses enfants dans un établissement privé catholique, qualifié d'ultra-réac par Mediapart. En tout cas, c'est un établissement privé catholique qui est le deuxième meilleur lycée de France, selon le classement du Figaro. Et le ministre explique son choix de mettre ses enfants dans le privé parce que les parents en ont marre en voyant des paquets d'heures qui n'étaient pas remplacés. Le lendemain, la ministre a présenté ses excuses. Elle a regretté avoir pu blesser certains enseignants de l'enseignement public. Ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Est-ce qu'en critiquant le bilan de l'école publique comme elle le fait, ce n'est pas un aveu de cette ministre d'échec de la part de Macron ? Alors, je crois que l'échec de l'éducation nationale, il est bien antérieur à Macron, on y reviendra. Par contre, ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est à la fois la diabolisation de Madame Oudéa-Castéra, qui est quand même une parangon du politiquement correct et de la haute bourgeoisie parisienne, fait l'objet. Et elle fait l'objet de la diabolisation parce qu'elle a dit une chose vraie, à savoir que l'école publique, c'était un désastre. Et face à cette campagne de diabolisation, elle répond avec les méthodes habituelles des conseillers en communication, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas face, elle plie, elle s'excuse, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne suffira jamais. Elle joue dans le pathos, le choix du vocabulaire. Mes petits garçons. Petits garçons, l'aîné a 18 ans, le deuxième a 15 ans, c'est plus des petits garçons, c'est des jeunes hommes. Bon. Et puis, je suis une maman. Bon, c'est une femme de pouvoir. Et donc, il y a toutes les ficelles de la communication, mais qui n'empêchent pas les médias, et notamment les médias de gauche et les médias de service public, de s'acharner contre elle. Elle va avoir une vie très difficile avec les médias de gauche, les médias de service public et les syndicats d'enseignants contre elle. Et toutes les excuses qu'elles font ne suffiront jamais. Selon vous, elle aurait dû assumer ses propos? Elle aurait assumé ses propos, elle aurait pulvérisé le système et... elle aurait été attaquée par la gauche, mais elle l'est de toute façon, et les gogos de droite auraient dit « Ah ben voilà une ministre au moins qui dit les choses ». Quand on s'attarde un peu plus sur le fond des choses, quand on analyse vraiment l'état de l'école, il y a plusieurs marqueurs de l'échec.
particulièrement dans le public, c'est vrai, mais aussi dans le privé. Quand même, 4 fois plus de taux d'échec au brevet des collèges, comme le marque cette statistique de Marc Vanguard, qu'on vous invite à suivre sur ce compte Twitter. C'est le niveau global qui est en baisse finalement, même dans le privé, comme on le sait, puisqu'il y a le fameux classement PISA qui a été révélé récemment. Et le classement mondial PISA, c'est en fait une étude qui évalue les systèmes éducatifs dans le monde et il souligne la baisse inédite du niveau des étudiants français. Cette étude sonde depuis 2000 les compétences en sciences, en mathématiques, en compréhension de l'écrit des élèves qui ont 15 ans. La France est 23e et chute lourdement, surtout en mathématiques, puisque nous sommes les derniers de l'Union européenne. Alors, Jean-Yves, on nous explique que cette baisse du niveau est notamment due au manque de professeurs. Quand on regarde les chiffres, en réalité, on voit qu'on n'a pas moins de professeurs que nos voisins, que ce soit les Allemands ou les Anglais, à peu près les mêmes, 10 547 000 élèves pour 1 351 000 professeurs. Ce sont des statistiques qui datent un peu, certes, mais ce sont toujours globalement les mêmes. Par contre, il est vrai que les professeurs français sont moins bien payés. Alors Jean-Yves, si ce n'est pas le manque de professeurs qui est la vraie raison, qu'est-ce qui explique la baisse du niveau scolaire selon vous ? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de raisons à la baisse du niveau scolaire, qui atteint aussi les autres pays. C'est-à-dire que nous baissons relativement plus que d'autres qui baissent aussi. En tout cas en Europe. Ceux qui ne baissent pas, c'est plutôt les pays asiatiques. Les pays d'Asie, chinoise, japonaise, etc. Bon. Et donc, on baisse plus vite que d'autres qui baissent. Alors, pourquoi ? Alors, il y a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de causes. D'abord, il y a une cause qui est absolument évidente, même si on ne veut pas la voir, qui est la cause de l'immigration. Première cause, l'immigration par la baisse du niveau des élèves, parce que beaucoup viennent de pays où les quotients intellectuels sont plus faibles qu'en Europe. Je pense à l'Afrique, par exemple. Il peut y avoir des problèmes de langue, il peut y avoir des problèmes de culture, à cause du niveau des élèves. Problème de l'immigration aussi, à cause du recrutement des professeurs. Parce qu'il y a un certain nombre d'études officielles de l'éducation nationale qui remontent à plus de 10 ans. Nous les avons publiées dans Polémia il y a plus de 10 ans. Des rapports officiels qui disent on ne trouve plus de professeurs parce qu'ils ne veulent pas être affectés dans l'académie de Créteil ou l'académie de Versailles. Et diable, qu'est-ce qu'ils ont contre l'académie de Créteil ou l'académie de Versailles ? C'est qu'ils ne veulent pas aller en banlieue. Donc, et ça se répercute sur les collèges et les lycées des banlieues de l'immigration, mais aussi ailleurs. Ça concerne tout. Ça, c'est la première cause. Mais c'est loin d'être la seule cause. Parce que le déclin de l'école, il remonte maintenant à près de 50 à 60 ans, à la suite avant même que l'immigration ait un impact important. C'est les délires pédagogiques, les méthodes d'enseignement, la méthode globale, par exemple, pour la lecture, la rupture de l'enseignement chronologique pour l'histoire, et j'en passe, et puis l'absence de sélection. Donc il y a un ensemble de raisons. Certaines sont intrinsèques aux politiques qu'on mène dans les écoles, et d'autres sont liées à l'immigration. Évidemment, c'est difficile pour une ministre du gouvernement Macron d'expliquer cela, mais les médias devraient se pencher sur le fond du sujet et pas se contenter de la surface. On manque de profs, ou les profs sont mal payés, ou les profs sont absents. Oui, ça fait partie du problème, ce n'est qu'une toute partie du problème. Et le grand problème, c'est l'occultation des réalités par, globalement, l'ensemble du système médiatique, à part les médias alternatifs et un peu les médias de transition. Et Jean-Yves, est-ce que ça concerne seulement le public ou également le privé ? Je crois que ça concerne et le public et le privé, et il faut voir le séquençage dans le temps de la dégradation de l'école. Si on le met en perspective, je vais vous donner alors là un exemple personnel, mais qui permet de séquencer dans le temps. Dans les années 50-60, moi je fais mes études, école communale publique de banlieue, lycée public de banlieue. Bon, Asnières. Un de mes condisciples est devenu PDG de plusieurs entreprises du CAC 40. École, lycée public de banlieue. Vous avez fait l'ENA. Bon, alors, ensuite, dans les années 80-90, je scolarise mes fils.
Et là, toujours école publique, mais en bricolant avec la carte scolaire, en choisissant un bon établissement public, de bons établissements publics. Et quand je vois les difficultés de mes enfants, pour mes petits-enfants, là, on choisit le logement en fonction de l'école où on pourra scolariser les enfants, école publique ou école privée sous contrat, voire école privée hors contrat. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dégradation de l'ensemble. Dégradation du système public, effondrement du système public, régression du privé, mais relativement moins, et émergence du privé hors contrat, qui est persécuté et par les médias comme Mediapart, comme Libération, comme Le Parisien, attaquent régulièrement les écoles hors contrat et même les écoles sous contrat, puisque vous savez que Stanislas, l'école où les petits Oudéa Castéra sont scolarisés. Première au classement français depuis hier. Oui, eh bien peut-être, mais dénoncé par Mediapart, Libération et que sais-je encore, comme une école ultra-réactionnaire, conservatrice, catholique dangereuse. En fait. Et catholique, oui. Si vous le voulez bien, nous allons continuer sur les pastilles de l'info avec un sujet très grave, Jean-Yves, puisqu'il s'agit de la démographie française en berne, comme le montre cette une du Parisien, chute de la natalité. Cela nous fait songer à la citation « La démographie, c'est le destin », attribuée à Auguste Comte et repris par Samuel Huntington, le théoricien du choc des civilisations. Macron a d'ailleurs expliqué lors de son allocution présidentielle qu'il allait mettre en place des mesures pour lutter contre ce phénomène. La première était de lutter contre l'infertilité et d'augmenter les congés parentaux. Eugénie Bastier a d'ailleurs fait une intervention sur Europe 1 qu'on regarde tout de suite. C'est une question de mentalité plus qu'une situation objective. Il y a quelque chose, je crois, de plus profond dans la fatigue démographique. Un épuisement de l'individualisme, un nouveau rapport à la vie, un déficit non pas d'argent, mais d'espérance. Eugénie Bastier qui parle donc de fatigue démographique, comme l'atteste notre coup de chapeau du jour. Au sujet de la natalité en France, on salue le très bon travail de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, représenté par M. Nicolas Monti. Suivez-les, messieurs, dames. Il publie des études très intéressantes, puisqu'on apprend que le nombre annuel d'enfants en l'an 2000 sur le territoire français est issu de 2 parents eux-mêmes nés en France, a diminué de 22%. Mais dans le même temps, la naissance issue d'au moins un parent né hors Union européenne a augmenté de 40%. Donc ça veut dire très clairement que la natalité native se contracte fortement, tandis que la natalité issue de l'immigration extra-européenne augmente. Alors Jean-Yves, ma question c'est pourquoi les Français ne font plus d'enfants ? Alors, il y a beaucoup de causes. Certaines ont été évoquées par Eugénie Bastier, des causes morales, des causes psychologiques. La propagande aussi, la propagande qui est menée notamment par tous ces sites qui expliquent qu'il ne faut pas faire d'enfants pour sauver la planète. Et puis, il y a aussi la théorie du revenu relatif qui a été développée par un grand démographe, boursier de Carbon, et qui explique que dans une population donnée, à une époque donnée, les couples font plus ou moins d'enfants en fonction de leur revenu relatif par rapport aux couples sans enfants. Et ça explique assez bien pourquoi il y a une surdémographie immigrée, parce que avec les aides sociales dont ils bénéficient, avec l'accès aux logements sociaux, le fait d'avoir des enfants augmente le revenu relatif dans les populations immigrées ou issues de l'immigration, alors que le fait d'avoir des enfants diminue le revenu relatif pour les Français de souche, notamment en raison de l'explosion du prix des logements, de la difficulté, on est en boucle par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à trouver de bonnes écoles, qui implique de trouver des bons quartiers. Pour trouver de bons quartiers, eh bien, des logements chers. Et donc, il y a ce phénomène de revenu relatif qui, en sus des phénomènes psychologiques, des phénomènes moraux, des phénomènes spirituels, explique cette divergence entre, d'un côté, une augmentation des naissances issues de l'immigration et une baisse des naissances issues des Français ou des Européens de souche. Et on a une qui a fait le boulot, c'est Floriane, qu'on salue amicalement. Et on la félicite, elle attend son 3e enfant, voilà, au moins, elle ne sera pas grand remplacée.
Toujours sur les pastilles de l'info, partons désormais en Corse. Les Corses qui résistent à l'immigration, des rassemblements ont été organisés contre donc ces migrants venus de la métropole française. À Bastia, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour une mobilisation intitulée « Racaille Fora ». Le frère du jeune homme victime d'une agression de la part de ces racailles s'est présenté lors de cet événement. Et l'association identitaire Palatino, j'espère que je prononce bien, représentée par Nicolas Battini, a quant à elle déployé une banderole lors de la manifestation. Accusé par le président de la région d'être un rassemblement d'extrême droite et de nervis, le porte-parole de cette association identitaire réagit, on regarde. Lorsque M. Simeoni cherche des pétainistes et des maréchalistes, qu'il ne les cherche pas parmi le peuple qui refuse d'être menacé par des encapuchonnés en jogging, qu'il ne les cherche pas non plus chez Paladine, qu'il les cherche dans sa propre généalogie, il en trouvera bien plus que dans la mienne. Alors Jean-Yves, moi je me pose une question en tant que Breton, c'est pourquoi les Corses résistent mieux, pourquoi ils sont plus perméables, plus indomptables en fait que la plupart du reste des départements français? Alors, il y a plusieurs explications. Il y a l'insularité. Il y a le fait que la Corse est restée une société quand même plus traditionnelle que la Bretagne, même si elle est en forte évolution actuellement, il ne faut pas se leurrer. Et la troisième chose qui est très importante, c'est qu'en Corse, Palatino peut organiser ce type de manifestation parce que le préfet n'ose pas interdire, alors que le même type de manifestation à Lyon ou à Paris est interdit par le préfet ou préfet de police. Voilà. En gros, on va dire les choses. Ce qui protège les Corses et ce qui leur permet de protester plus vigoureusement contre les racailles issues de l'immigration, c'est qu'en Corse, l'État est faible. Et que, malheureusement, sur le continent, l'État est fort. Et l'État, c'est la narco-tyrannie. Il sert à réprimer les forces de résistance et non pas à dissuader les forces de décadence. Petite pastille de l'info, désormais, qui m'a bien fait rire. Les médias vous conseillent, parce qu'il fait froid. Comment savoir si mon chat a froid? C'est signe qu'il faut reconnaître. Nos conseils avisés pour résister au froid et éviter quelques pièges, ou encore un article qui nous apprend que neige, verglas, suis-je obligé de venir travailler s'il fait froid? Alors, comment se couvrir son chat? Pourquoi cette infantilisation des Français, Jean-Yves? Alors, c'est l'État, il y a l'État Big Mother et puis il y a les médias Big Mother. Les médias sont notre mère à tous, ils nous donnent des conseils. Couvre-toi mon petit chéri, comment faire quand il fait froid. Les médias sont formidables, ils découvrent tous les ans qu'il fait chaud en été et qu'il fait froid en hiver. Alors évidemment le froid, ils peuvent difficilement l'expliquer par le réchauffement climatique, mais ça fait rien, ils en font quand même des tonnes sur le mode alarmiste aussi. La peur est un moyen de gouverner, et donc l'été on fait la peur du chaud et la chaleur, et l'hiver on fait la peur du froid en donnant des bons conseils qui permettent de contrôler finalement l'opinion, les esprits. Dernière pastille de l'info, c'est une actualité assez récente, c'est la fille de Madame Garrido et de Monsieur Alexis Corbière, député de la France Insoumise, qui fait preuve d'un certain florilège et d'une certaine élégance dans une vidéo qu'on regarde tout de suite. Antisémite, je m'en bats les couilles, j'assume. Antisémite ici. Alors, je suis antisémite et je l'assume, voilà. Voilà la citation. Voilà. On voit également défiler sur votre écran que la fille des députés s'affiche en niqab. Elle a des propos pro-Hamas régulièrement. Jean-Yves, vous parlez souvent de l'indice de bruit médiatique. Est-ce que vous pensez que cette affaire va faire autant de bruit que si ça avait été un des enfants de Marine Le Pen ou d'un député RN, par exemple? Non, je crois pas. On en parle un peu quand même, mais l'indice de bruit médiatique reste modeste par rapport quand même au scandale du propos. Parce que, je rappelle, on a accusé pendant des années, et même peut-être encore maintenant, le Front National d'être antisémite, sans qu'il n'y ait jamais eu la moindre preuve et la moindre affirmation comme celle-là. Je suis antisémite. Alors, est-ce qu'on globalise? Et là, en l'occurrence, on ne globalise pas
considère que c'est un cas particulier, une dérive d'une fille de notable LFI, de double fille, si j'ose dire, puisqu'il y a le père et la mère qui sont députés, mais on ne globalise pas l'ensemble de LFI. Alors qu'on n'a pas hésité à accuser des pires horreurs le Front National sans qu'il y ait jamais le moindre type de déclaration de ce genre. Voilà. Oui, et si ça avait été un élève du lycée Stanislas qui avait fait une déclaration comme ça, tout le lycée aurait été contaminé. Fermé. On n'imagine pas une chose pareille. On remarque quand même, Jean-Yves, qu'il y a eu un certain décalage entre la survenance des faits reprochés et l'exposition médiatique, puisque le tweet de Damien Rieu date d'octobre 2023, la fameuse vidéo qu'on a montrée date quant à elle de novembre, et c'est seulement en janvier maintenant que la garde à vue est lancée. Oui, alors bon, comme elle est quand même d'extrême gauche, il y a une cape d'immunité, quoi, voilà. Si elle avait été d'un autre bord politique, ça aurait été beaucoup plus rapide. On arrive au terme de ce immédiat numéro 474. Merci pour votre fidélité. N'oubliez surtout pas le pouce en l'air, commentez la vidéo, vous abonnez ou vous réabonnez à la chaîne de TV Liberté si ce n'est pas encore fait. Merci Jean-Yves pour cette émission. Et on ne se quitte pas sans les habituels portraits piquants faits par Logim et Claude Cholet, qui cette semaine consacré à Madame Routel-Krief. Alors Jean-Yves, Le Monde nous apprend que Routel-Krief, la journaliste, a été placée sous protection policière. Pourquoi ? Eh bien parce que Jean-Luc Mélenchon a lancé une fatwa contre elle. Jean-Luc Mélenchon, sur le réseau social X, accuse Routel-Krief d'être une fanatique et, je cite, de mépriser les musulmans. Alors, on constate quand même que M. Mélenchon a une force de frappe, il est capable de lever des foules, en fait. Est-ce qu'il a la possibilité de lancer des fatwas, comme ça, M. Mélenchon ? Alors, je ne sais pas s'il est reconnu officiellement comme imam du grand islam, mais pratiquement, de fait, il peut lancer ses troupes musulmanes ou ses troupes d'extrême gauche pour harceler telle ou telle personne, et pas forcément uniquement sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine, chers téléspectateurs. On vous laisse avec le portrait piquant de Claude Cholet. Routel-Krief est une figure connue de BFM TV et de LCI. Le 3 décembre 2023, elle a accédé à un quart d'heure de gloire bien involontaire quand Jean-Luc Mélenchon sur X Twitter l'a traitée de manipulatrice et de fanatique suite à un entretien avec Manuel Bompard. Routel-Krief est né le 1er décembre 1960 à Meknès, dans une famille juive traditionnelle. Un grand-oncle fut grand rabbin du Maroc. La famille El-Krief rejoint la France en 1974. Routel-Krief met volontiers ses tribunes au service des causes qui lui sont chères. Elle a visiblement soutenu Nicolas Sarkozy durant la campagne présidentielle de 2012. Plutôt partisane d'une droite libérale, libertaire et modérée, elle a toujours affiché une détestation du Front National. Elle défend avec vigueur les droits de l'homme en France et ceux d'Israël en général. Routel-Krief est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et du Centre de formation des journalistes. Elle débute sa carrière au sein de deux médias de la communauté, l'Arche et Radio Shalom, où elle va côtoyer Claude Askolovitch et Frédéric Aziza. Elle pige également pour Le Monde et Libération, rédactrice à l'agence Associated Press, puis au service politique du Matin de Paris. Elle est embauchée par TF1 en 1987 et devient, 3 ans plus tard, correspondante à Washington avant d'être nommée chef du service politique. En 1994, elle participe à la création de la première chaîne d'information en continu, LCI, aux côtés de David Pujadas. Elle y présente une émission quotidienne, tout en assurant une autre émission le dimanche sur TF1. 2001, elle rejoint RTL pour réaliser l'interview politique du matin et plus tard le grand jury RTL Le Monde LCI. Fin 2005, c'est elle qui présente le tout premier journal de BFM TV. À partir de janvier 2007, elle occupe la case du 19h-20h en animant un magazine sur l'élection présidentielle. Cette case horaire devient un grand journal télévisé, le 19h Routel-Krief, complété par le midi Routel-Krief et la tribune BFM, celle-ci le dimanche.
Le 4 avril 2017, elle co-anime un débat opposant les 11 candidats à l'élection présidentielle, diffusé à la fois sur BFM TV et sur CNews. Pendant la campagne de 2017, elle s'illustre à plusieurs reprises. Tension avec Marine Le Pen qu'elle cloue au pilori. Poignée de main jugée complice avec Emmanuel Macron. En 2020, elle décide de ne plus présenter son émission 19h Hôtel Krief. Début 2021, la direction de la chaîne annonce sa démission aux journalistes du groupe via un mail interne. Elle rejoint au printemps 2021 LCI, où elle animera entre autres le 24h Pujadas. Deux rapides citations. Merci aussi aux familles françaises d'origine immigrée. Malgré tous les discours discriminants, elles permettent à la France de voir l'avenir en rose. Fin de citation. C'était sur BFM TV le 18 janvier 2011. Et sur la même chaîne un peu plus tard, une règle, ni Marine Le Pen, ni Tariq Ramadan. Fanatique Hôtel Krief? Sûrement pas. Manipulatrice? Laissons à nos auditeurs le soin de trancher.